Alors voilà, Oui, merci à tous d'être présents. L'objectif de ce webinaire, c'est donc de faire une restitution des 2 stages de fin d'études que Adrien et moi-même avons pu réaliser dans 6 centres de formation agricole et rurale au Togo, sur la prise en compte des femmes et des filles dans la phare. Donc ce webinaire, il va s'organiser en 2 temps. On va d'abord vous présenter un petit peu notre travail durant 45 minutes et ensuite on passera à vos questions. L'objectif de ces questions, ça va vraiment être de dialoguer tous ensemble. Donc voilà, on va pas être les seuls à répondre aux questions, ça va être également un dialogue entre vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole à la suite, à la fois pour éclaircir des points qui auraient peut-être manqué de clarté durant le webinaire, mais également pour rebondir sur les propositions qu'on va vous soumettre. Voilà. Et donc, je passe la parole à Adrien. Est-ce que vous voyez le PowerPoint qui défile juste avant? Parce que moi, je ne le vois pas défiler. Ah, voilà. C'est bon. C'est bon. Adrien, est-ce que tu t'en sors avec le son? allô? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, Oui, c'est bon. Bon, je peux? vas-y. Bon, moi, je suis, comme le président disait, je suis Adrien, je suis rwandais. Et j'étais ces 2 dernières années en reprise d'études à l'Institut agro de Montpellier. Et je viens de terminer master en sciences et technologies de l'agriculture et de l'alimentation. Et comme EREA, on était en MOCAS. Alors, je vais vous présenter le plan de notre webinaire. On va d'abord voir l'introduction, et puis présentation des résultats qui ont été réalisés et, et des propositions pour amélioration de la prise en compte déjà dans la phare au Togo. Voilà, alors rapidement, moi je suis Léa Fournier, du coup je suis ingénieure à AgroParisTech, fraîchement diplômée. Et comme Adrien, j'ai suivi la spécialité MOCAS en fin d'études. Et donc Adrien, comme il vient de se présenter, la force de notre binôme, ça a vraiment été à la fois notre interculturalité, nos différences de genre, nos différences d'âge qui nous ont vraiment permis d'avoir une vision assez, assez globale en fait de ce qu'on a pu observer au Togo. Alors ensuite, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux genre dans la formation agricole et rurale? Pourquoi est-ce que c'est important? Et pour ça, j'aimerais d'abord revenir sur ce qu'est le genre finalement. Donc le genre se distingue du sexe biologique, on est tous d'accord là-dessus. C'est une construction qui est culturelle et sociale et qui, du coup, différencie le féminin et le masculin et va conditionner les rapports entre les humains. Elle conduit notamment à une répartition genrée du travail, donc avec des rôles reproductifs qui vont essentiellement incomber aux femmes. Donc, on va avoir dans les rôles reproductifs les tâches domestiques généralement non rémunérées, tout ce qui va être relatif au care. On va également avoir les rôles productifs qui, eux, vont plus généralement incomber aux hommes, donc ce qui va être la production de la ressource économique. Et enfin, on va avoir les rôles sociaux et politiques, donc ce qui va être la représentation dans l'espace public et qui va être directement lié aux places et aux comportements des hommes et des femmes. Ensuite, on définit les inégalités de genre comme des déséquilibres entre hommes et femmes en termes de réalisation induits par des discriminations directes, indirectes et qui résultent de l'organisation de la société. Bien sûr, on peut élargir la notion du genre aux situations de handicap, etc. Pour autant, nous, dans ce stage précisément, on s'est centré sur le genre en termes de relations entre les hommes et les femmes. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser aux genre dans la formation agricole et rurale et plus spécifiquement au Togo? Tout d'abord parce que c'est une préoccupation croissante sur la scène internationale. Je rappelle l'objectif de développement durable numéro 5 de l'agenda de l'ONU, donc parvenir à l'égalité des genres et autonomiser toutes les femmes et les filles. Par égalité de genre, on entend égalité en termes de droits, de responsabilités et d'opportunités. Et cette ODD parle également de l'autonomie. L'autonomisation, c'est l'émancipation et la capacité de chacun et de chacune à faire des choix sur sa propre vie. Enfin, il est important de parler d'intersectionnalité, excusez-moi, quand on parle de genre, c'est-à-dire de reconnaître la multiplicité des systèmes de domination qui interagissent dans la production et la reproduction des inégalités sociales. Donc, en termes d'intersectionnalité, on va parler de différences, notamment entre les hommes et les femmes, mais également entre les personnes valides et les personnes en situation de handicap, etc. Ensuite, au Togo spécifiquement, et c'est pour ça que ça va être important pour la phare, les femmes vont jouer un rôle essentiel dans le secteur agricole,
puisqu'elle constitue plus de la moitié de la main-d'œuvre agricole au Togo et que l'agriculture est un secteur décisif dont dépendent 2 tiers des Togolais. Pour autant, cette agriculture fait face à des difficultés structurelles qui sont notamment liées à la faiblesse de l'accès des femmes aux facteurs de production, dont la formation agricole et rurale fait partie, et à la faible professionnalisation du secteur à laquelle la phare doit remédier. Cette faiblesse structurelle, elle conduit notamment à une insécurité alimentaire qui va toucher 1/6 des Togolais. Ensuite, la formation agricole et rurale des femmes, c'est un véritable levier du développement durable au Togo, mais dans le monde entier, puisqu'elle permet une augmentation des rendements agricoles. Donc là-dessus, je tiens à signaler que l'accès aux autres moyens de production seuls est insuffisant pour atteindre des rendements corrects. En revanche, lorsque les femmes et les hommes ont accès aux mêmes moyens de production et à la phare, on n'observe pas de différence de rendement entre eux de manière significative. D'autre part, ces augmentations de rendement, elles permettent des retombées économiques, notamment une augmentation du PIB et une réduction de la pauvreté, puisque les femmes vont davantage investir dans le capital familial et ainsi briser le cercle de pauvreté, notamment en ayant une meilleure gestion de leur fertilité et un meilleur taux de scolarité de leurs enfants. Donc, je vous laisse avec 2 citations que j'apprécie particulièrement. Donc, celle de l'UNESCO, qui souligne que dans une perspective de développement, l'investissement dans l'éducation des filles présente le meilleur taux de rendement de tout investissement possible dans les pays en développement. Et l'Advent for Women, elle souligne que si les femmes avaient accès aux mêmes ressources que les hommes, on observerait une augmentation du PIB du monde de 26% et en Afrique de 12%. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Ensuite, je laisse la parole à Adrien pour présenter un petit peu notre étude. Alors, pour notre étude, la problématique était de voir comment la PCFA peut renforcer la prise en compte des spécificités du genre, donc des femmes et des filles, dans la phare, mais au niveau de la formation initiale, pour lutter contre les inégalités que rencontrent les filles et les femmes dans les CFA et dans les parcours d'insertion post-formation au Togo. Il y avait des sous-grandes questions. La première était, quelles sont les spécificités des filles et des femmes et comment comment sont-elles prises en compte dans la phare au Togo. Et la deuxième, c'était comment faciliter l'accès au maintien et l'insertion socio-professionnelle des filles et des femmes dans la phare au Togo. Et puis, il fallait aussi voir comment le réseau phare pourrait appuyer la dynamique en cours au Togo pour étendre à ses membres qui souhaitent impliquer dans une démarche similaire. Alors, la méthodologie qu'on a suivie pour réaliser cette étude, on a passé un mois au sein du bureau du réseau phare à Montpellier pour l'analyse bibliographique. On a consulté beaucoup de documents, surtout les documents qui paraissent sur la femme dans la formation agricole, la femme dans l'agriculture et des politiques publiques de promotion de la femme au Togo. Et après, on est parti pour collecter l'information sur le terrain, sur les 3 niveaux. C'était d'abord à l'échelle nationale, et à l'échelle macro, à l'échelle méso au niveau des centres et son environnement, et à l'échelle micro au niveau des apprenants et de leur famille. Et on a fait beaucoup d'entretiens, environ 200 entretiens, et des focus de groupe. Et puis, on a aussi observé quelques réalisations qui ont été menées au niveau des centres, mais d'une manière participative. Et après, on a fait l'analyse de l'information. Et tu peux... Ouais, je tourne, mais c'est je sais pas, il y a un petit délai. Ça passe pas? Ah voilà, c'est bon. Oups, je suis allée un peu fort. Voilà. Alors, ça, c'est un schéma d'acteurs qui est impliqué dans la phare. Comme je le disais, il y a 3 niveaux d'acteurs. Il y a les acteurs qui travaillent à l'échelle nationale et à l'échelle macro. Donc, il y a des ministères, et il y a les sociétés civiles et d'autres. À l'échelle méso, c'est au niveau des CFA. On a rencontré les dirigeants des centres de formation, les professeurs, plutôt les enseignants. Et puis, à l'échelle micro, on est parti voir les apprenants, les familles. Et puis, au niveau des territoires aussi, on a contacté et on est parti voir les autorités locales, et ainsi de suite.
Voilà. Ensuite, par rapport aux résultats, donc tout d'abord, la rencontre avec les 6 centres de formation nous a permis de débaucher une typologie des centres de formation qui va conditionner, excusez-moi, qui va conditionner la prise en compte du genre et la vision aussi du genre. Donc tout d'abord, la typologie, elle s'organise selon la vision et la nature du porteur. Donc vous avez à l'échelle locale les leaders endogènes, à l'échelle étatique l'État togolais et à l'échelle internationale les ONG. Et ensuite, il y a 3 visions qui se distinguent. La vision économique avec des centres à vocation entrepreneuriale, une vision sociale avec l'objectif de lutter contre le sous-emploi des jeunes et une autre vision sociale qui va un petit peu plus loin et qui vise vraiment le développement territorial. Ce qui les distingue, c'est que la vision sociale de lutte contre le sous-emploi des jeunes, c'est vraiment axé sur la jeunesse, mais ça se trouve à comment dire, c'est vraiment spécifique à ce public, mais ça peut du coup s'implanter dans différentes zones du Togo. À l'inverse, le développement territorial, c'est vraiment axé sur les spécificités socioculturelles et géographiques de l'endroit où le centre est implanté. Donc, on va avoir d'abord les centres de type 1, donc qui vont être portés par des ONG exogènes. C'est le cas notamment du CFR de l'UMCA et du CPIA. Donc ça, voilà, c'est des centres qui sont portés par des ONG et qui visent à lutter contre le sous-emploi des jeunes au Togo. On va ensuite avoir les centres publics, donc comme le CFTP de Tchamba, qui eux également vont avoir vocation à lutter contre le sous-emploi des jeunes, mais qui vont avoir une vision du genre qui va être portée et accordée avec celle de l'État. Et ensuite, on va avoir 2 types de centres portés par les leaders endogènes. Donc, tout d'abord, les centres qui vont être à vocation de développement territorial, qui vont avoir en commun de s'être implantés à une époque où, dans les années 80, avec la vocation vraiment de relever les défis du milieu. Donc ça va être notamment le cas de SIDAP et de SICHEM. Et enfin, on va avoir les centres de type 4, donc à sous-secteur de formation, comme le CEFICH du Togo, le CEFICH Togo, qui sont portés par un individu qui va avoir créé son entreprise agricole et qui va avoir créé une formation à but lucratif. Ensuite, il est important de souligner que dans chaque centre de formation, on retrouve moins d'un cinquième des apprenants qui vont être des filles et elles vont être en revanche majoritaires dans les formations dites féminines, donc les formations de couture, les formations de cuisine, etc. Ensuite, en ce qui va concerner l'accès des filles et des femmes à la phare, je laisse encore la parole à Adrien. Donc, il y a des frais liés à l'accès des filles et des femmes dans la phare. Et nous avons constaté que le premier problème, c'est lié au secteur agricole qui est considéré comme une activité des hommes. Et d'abord parce que ça demande beaucoup d'efforts physiques. Et deuxièmement parce que c'est dans la plupart des ménages, c'est l'homme qui est le garant ou bien qui est chargé de la sécurité alimentaire de sa famille. Deuxièmement, l'agriculture est moins attractive pour les jeunes et le système agricole togolais est moins performant et dans beaucoup de familles, l'agriculture ne permet pas vraiment de dégager un revenu élevé pour le développement socio-économique du ménage et cela décourage beaucoup plus les jeunes et en particulier les filles. Les charges domestiques aussi, c'est un frein surtout pour les femmes qui sont mariées. Et c'est elles qui sont beaucoup plus chargées des travaux ménagers et n'ont pas le temps pour faire la formation agricole. Et la moindre accès à l'information pour les filles, nous avons constaté que beaucoup de filles ne connaissaient pas les centres de formation agricole et les filières de formation agricole qui sont dans les centres. Et par rapport aux garçons, et c'est aussi une raison qui fait que vraiment les filles, non, c'est l'un des frais qui est lié à l'accès des filles et des femmes dans la formation agricole. Et pour les facteurs sociaux culturels, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de parents qui privilégient la formation des garçons au détriment des filles parce que après, ils disaient qu'après la fille va se marier, il va aller dans une autre famille, que ce n'est pas la peine d'investir dans sa formation. Il y a aussi une faible motivation des filles et du fait qu'elles se disaient qu'après la formation, ils n'auront pas les moyens pour s'installer. On va voir après les difficultés liées à l'insertion socio-professionnelle des filles.
Et les réalisations faites pour faciliter l'accès des femmes et des filles au niveau des centres de formation. Et nous avons vérifié au niveau des infrastructures qui sont dans les centres de formation et les localités. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau des dortoirs, au niveau des toilettes, ainsi de suite. Mais aussi, nous avons constaté que beaucoup de centres sensibilisent, descendent au niveau des collèges pour sensibiliser les jeunes et en particulier les filles pour intégrer la formation agricole. Il y a aussi des politiques de discrimination positive est pratiquée, surtout au niveau du recrutement. Et là où j'étais, c'était au niveau du CEPIA. Et pour recruter les apprenants, il faut un concours parce qu'ils ont une capacité limitée d'accueil. Ils accueillent 18 personnes au total. Et leur objectif, c'est d'avoir au moins 9 filles et 9 garçons. Mais ils me disaient que si le seul critère de recrutement était la performance au niveau du concours, aucune fille ne sera pas retenue. Donc, ils pratiquent cette discrimination. Ils prennent toutes les filles qui viennent et sans tenir compte des résultats au niveau de ce concours. Et puis, il y a aussi l'aide à l'installation. Et après la formation, le centre donne de l'argent pour les apprenants pour s'installer, mais aussi cette discrimination est pratiquée aux filles. Il privilégie beaucoup plus des filles que, bon, c'est pas tout le monde reçoit l'argent pour s'installer, mais les filles, comme elles ont des faibles performances, on leur donne quand même l'argent malgré les faibles performances. Et puis, nous avons aussi rencontré que dans certains centres, il y a suppression des frais de formation ou bien réduction pour les filles. Et puis, il y a l'hébergement sur place ou bien dans les familles à côté des centres. Il y a les restaurants gratuits ou bien moins gratuits. Il y a des bourses aussi mensuelles accordées aux apprenants et aux apprenantes. Oui, ouais, voilà, c'est bon. Donc en fait, on a constaté que la féminisation des promotions, elle dépendait pas forcément des leviers mis en place par les centres de formation. À titre d'exemple, le CPIA ou le CFR de YMCA, qui sont les centres qui ont le moins de frais de scolarité, qui ont les frais de scolarité les moins élevés, sont ceux qui ont quand même du mal à recruter des filles. Et à l'inverse, par exemple, le SIDAP qui met pas forcément de bourse différenciée, enfin de réduction des frais de scolarité différenciés, donc les frais de scolarité sont faibles pour les filles et les garçons, va trouver plus de filles au sein de ces promotions. Donc en fait, on a supposé que la féminisation des promotions pouvait dépendre du type de formation des centres de formation. Pourquoi? Puisque par exemple, le CFR de YMCA, étant donné qu'il est porté par une ONG, il a moins d'ancrage territorial et il mène des activités uniquement avec les jeunes du centre. Il mène pas d'activités avec les communautés locales. Et du coup, la communauté locale va pas forcément connaître le centre. Et étant donné que les femmes et les filles sont dans la communauté et qu'elles ont plus de mal à se déplacer, elles sont moins ciblées en fait elles sont moins touchées par le centre de formation. À l'inverse, les centres de formation portés par des leaders endogènes, comme par exemple le SIDAP ou le centre de formation SICHEM, bénéficient, eux, d'un ancrage territorial très important. Ils travaillent avec les communautés et vont cibler les populations vulnérables. Et ils ont progressivement structuré leur formation. Donc, ça a d'abord été de l'animation communautaire, qui est d'ailleurs maintenue, auprès des femmes qui sont déjà mariées et qui sont déjà agricultrices. Et ensuite, ils ont structuré leur formation, donc d'abord avec de la formation certifiante et désormais de la formation diplômante. Et cette formation diplômante, elle est relativement prisée des filles, puisqu'elles ont besoin de faire valoir un diplôme en général pour se sentir légitimes d'exercer une activité et parce qu'elles souhaitent généralement être salariées plutôt qu'entrepreneuses. Et donc, elles ont besoin généralement d'un diplôme. Et après, on va avoir les centres publics comme le CFTP de Chamba, qui, eux, bénéficient d'une réputation nationale et de très faibles coûts de scolarité. Et c'est pour ça qu'on va retrouver également un certain nombre de filles dans cette formation. Ensuite, en ce qui va concerner le maintien des filles et des femmes dans la formation, alors nous, on a d'abord supposé que les filles avaient tendance à plus abandonner
que les hommes dans la formation, puisqu'elles étaient confrontées à plus d'obstacles. Pour autant, ce n'est pas forcément ce qui s'est retrouvé dans les dires des acteurs, puisque les acteurs ont considéré qu'il y avait un taux d'abandon plus faible chez les filles. En revanche, les raisons qui sont invoquées, les raisons qui vont être invoquées pour expliquer que les garçons vont plus souvent abandonner, ça va être que les garçons sont issus de parcours à problème, alors que les filles sont naturellement plus résilientes et qu'elles vont être plus déterminées. Donc, celles qui ont réussi à franchir les obstacles liés à l'accès vont être déterminées à s'y maintenir. En revanche, on a pu obtenir très peu de données relatives à l'abandon. Les causes d'abandon qui vont être invoquées pour les filles, qui vont se distinguer de celles des garçons, ça va être notamment les grossesses non désirées, qui vont être liées notamment à un manque d'éducation à la vie sexuelle et reproductive, à la pauvreté et au désœuvrement, qui vont livrer les jeunes filles aux mains de prédateurs. Et on va avoir des conséquences de ces grossesses qui vont être la stigmatisation et la moralisation, qui vont conduire à une prise de risque des jeunes filles pour masquer leur grossesse. Elles vont également prendre des risques pour masquer ces grossesses parce qu'elles peuvent risquer l'exclusion de la formation. Donc là, les centres ont mis en place des leviers pour prévenir et gérer les grossesses dans les centres de formation. Donc là, ce que vous avez en rouge, c'est ce qui va porter préjudice aux jeunes filles dans les moyens de prévention. En orange, c'est ce qui va être un peu mitigé. Et ensuite, en vert, c'est ce qui va avoir un impact positif. Donc, en ce qui va concerner l'interdiction des relations amoureuses pour prévenir les grossesses, ça va conduire à des relations généralement cachées et à de la stigmatisation qui vont rendre les jeunes filles plus vulnérables aux grossesses. Ensuite, on va avoir la promotion de l'abstinence qui, elle, va conduire à la moralisation et donc à une certaine stigmatisation des jeunes filles. On va avoir une sensibilisation informelle de la part des enseignants qui peut être intéressante puisque c'est mieux que rien, mais qui peut parfois conduire à de la désinformation. Et ensuite, on va avoir l'éducation sexuelle, donc ça qui va forcément avoir des bénéfices pour la prévention des grossesses. Dans la gestion des grossesses, on va avoir l'exclusion des jeunes filles enceintes pour l'exemple. Donc ça conduit directement à du décrochage et à de la prise de risque des jeunes filles pour masquer leur grossesse. Et on va avoir également l'hébergement des jeunes filles avec leurs enfants. Et donc ça, évidemment, ça va être positif pour la poursuite de leurs études et le maintien des jeunes filles dans la formation. Les jeunes filles, elles, et les femmes, elles vont signaler d'autres difficultés qu'elles rencontrent au cours de leur formation. On va commencer par le manque de représentation. Donc, tout d'abord, les jeunes filles et les femmes vont souffrir du manque de formatrices et d'enseignantes. Elles vont également souligner leur sentiment de solitude puisqu'elles sont peu nombreuses dans les classes. Et parfois, elles auraient besoin d'être plus nombreuses pour faire face aux autres difficultés de la formation. Et au-delà du sentiment de solitude, elles vont également douter de leur orientation. Elles vont être face à des jeunes filles à l'extérieur, dans leur milieu, qui vont leur demander pourquoi est-ce qu'elles ont fait cette formation. Donc elles-mêmes, elles vont douter de l'intérêt de cette formation. Et le peu de représentation à la suite, ça va les faire douter de leur capacité après à s'installer. Ensuite, on va avoir des infrastructures qui vont être inadaptées aux spécificités de genre. Parce que les jeunes filles, de par les normes de genre, vont se voir incomber des exigences de pudeur et une plus grande vulnérabilité aux violences sexuelles et sexistes. Et donc, par conséquent, elles vont déplorer le manque d'intimité des infrastructures, des toilettes, etc. et le manque de propreté. D'autre part, aucun centre rencontré ne peut accueillir des mères avec leurs enfants dans des chambres séparées et spécifiques et adaptées à leurs besoins. Ce qui va conduire à une certaine vulnérabilité, une hypervigilance et l'impossibilité de concilier la formation agricole avec les obligations familiales. D'autre part, les jeunes filles vont déplorer le manque de gestion de l'hygiène menstruelle. Donc, dans les centres, il n'y a pas de système de traitement des déchets. Et les jeunes filles font état de précarité menstruelle, donc elles n'ont pas forcément les moyens de se fournir en protection menstruelle, ce qui les expose à des risques d'atteinte à leur dignité, mais également à des risques sanitaires. Et elles n'ont pas également de médicaments pour gérer la douleur. Donc ça, c'est lié au fait que les médicaments ne sont pas forcément disponibles aux alentours, au fait que les centres ne disposent pas forcément d'infirmeries équipées et au fait qu'il y a une certaine méfiance vis-à-vis de la santé menstruelle de la part des centres parfois. Et donc, ça va conduire à des difficultés de concentration et voire à de l'absentéisme. Enfin, et pas des moindres, les jeunes filles font état de violences basées sur le genre. Donc, ça peut être des brimades et des humiliations de la part de leurs camarades.
qui vont par exemple tourner en dérision les slogans d'émancipation des femmes. Ça peut être de la discrimination de la part de ces mêmes camarades qui vont refuser ou être mal à l'aise à l'idée qu'une jeune fille soit déléguée dans la classe, donc qu'elle prenne des responsabilités et qui vont avoir des comportements, ils vont leur manquer de respect, ils vont remettre en question leur capacité à gérer cette classe. Et ça va être un peu autoréalisateur puisque à force de remettre en question l'autorité des jeunes filles, elles vont elles-mêmes douter et avoir plus de mal à gérer les classes. Et de la part des professeurs, avec une volonté d'être indulgents face à la force des filles, qui pour autant peut leur porter préjudice puisqu'elles vont elles peuvent être, comment dire, euh, dispensées de certaines activités, ce qui va les empêcher de mener à bien leur formation et ce qui va également conduire à de la jalousie de la part des garçons. Enfin, elles subissent également du harcèlement sexuel. Donc, ça peut être des propos déplacés des apprenants entre eux, pas forcément à l'égard des jeunes filles, ou des propos déplacés directement à l'égard des jeunes filles, et des abus de pouvoir de la part des enseignants qui conduisent à des préjudices physiques, notamment les grossesses, psychologiques, puisque ça porte atteinte à l'intégrité des jeunes filles, et sur leurs résultats scolaires, puisque en se sentant mal, elles peuvent avoir des difficultés de concentration, développer de l'hypervigilance, etc. Et surtout, leurs notes peuvent être conditionnées au fait qu'elles vont accéder ou non aux demandes des enseignants. Là-dessus, les centres mettent en général en place des éléments concernant le sentiment de solitude, les doutes concernant l'orientation des filles et sur le harcèlement sexuel. Donc, en termes de motivation, les centres de formation vont mettre en place des entretiens individuels qui peuvent être mensuels, des bilans collectifs, comme c'est le cas de SIDAP. À SICHEM, par exemple, ils vont mettre en place des cours de développement personnel. Donc ça, c'est des cours qui sont mixtes, bien évidemment, mais que les jeunes filles soulignent comme étant vraiment un moteur de leur motivation. D'autre part, les centres vont tenter de promouvoir le leadership féminin, donc en incitant les jeunes filles à prendre la parole, en exigeant la parité dans le duo délégué-sous-délégué, voire en désignant d'office les filles pour les inciter à prendre des responsabilités. Pour autant, ces leviers ne s'attaquent pas aux racines du problème qui vont être, par exemple, les brimades et les humiliations de la part de leurs camarades. Et donc, ça peut renforcer les discriminations et les stéréotypes de genre selon lesquels voilà, les filles ne vont pas prendre de responsabilités, ne vont pas s'investir, sont trop timides, etc. En ce qui va concerner les violences basées sur le genre, les centres ont mis en place des dispositifs qui sont difficilement efficients. Pourquoi? Puisque les centres, du coup, appliquent la loi. Je rappelle que l'État togolais a mis en place de nombreux éléments en faveur de la promotion du genre et de la lutte contre les violences basées sur le genre. À ce titre-là, ils ont également mis en place une politique de lutte contre les grossesses. Et donc, les centres, en appliquant la loi, vont interdire les relations entre formateurs et apprenants, entre apprenants entre eux, et vont également condamner les discriminations et vont mettre en place quelques rappels à la loi de manière informelle. Pour autant, ces dispositifs ne prennent pas forcément en compte les rapports de domination entre les formateurs et les apprenants. Donc, les deux risquent d'être exclus si la relation est mise au grand jour. Et il va y avoir une minimisation de ce que les filles et les femmes subissent. Elles vont le minimiser elles-mêmes, puisqu'elles n'ont pas forcément conscience que ce qu'elles subissent, c'est du harcèlement. Mais ça va être également de la minimisation de la part des formateurs ou du corps pédagogique et une stigmatisation des jeunes filles qui vont dénoncer ce qu'elles subissent. Et par conséquent, c'est tout un processus qui va décourager la libération de la parole des jeunes filles. Ensuite, en ce qui va concerner l'insertion des filles et des femmes dans la formation, je laisse la parole à Adrien. Voilà. Alors, les faits liés à l'insertion socio-professionnelle des filles, et nous avons constaté que la plupart des filles ont des problèmes, surtout parce que c'est elles qui sont chargées des charges familiales au niveau de leur ménage. Donc, après la formation, elles ont du mal vraiment à démarrer leurs activités agricoles parce que la plupart d'entre elles se marient, elles ont des enfants et elles ont vraiment des difficultés pour s'occuper de leurs activités agricoles. La plupart préfèrent faire des petites activités commerciales pour rester tout autour de leur ménage, pour garder les enfants, qui ce soit à l'école ou bien qui soient à la maison. Comment les exploitations trouvent beaucoup plus d'horaires famille, beaucoup plus loin d'horaires famille
Et il ne faut pas quand même aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est un des grands problèmes qu'on a constaté au niveau des anciennes apprenantes. Il y a aussi un problème d'accès aux facteurs de production, notamment à la terre. Et nous avons vu qu'au niveau du Togo, au Togo, la terre appartient aux communautés, aux grandes familles. Et c'est une propriété qui est gérée par les hommes. Et les filles vraiment n'ont pas le droit à l'héritage parce que ils vont se marier. Et si elles se marient, elles ne peuvent pas partir avec la terre. Donc, la terre doit rester dans la famille. Et bien qu'il y a vraiment des efforts de l'État togolais, actuellement, la législation foncière en vigueur promet l'égalité entre les filles et les garçons en matière d'accès à la terre par héritage. Donc, il n'y a pas c'est le garçon qui va avoir beaucoup de terre ou bien moins de terre. Il y a une égalité entre les deux sexes. Et il y a aussi des efforts concernant l'affectation des terres aux femmes. Il y a une politique des ZAP, des zones agricoles aménagées, et où l'État aménage des terres et installe des personnes vulnérables, surtout ceux qui n'ont pas accès à la terre. Et dans cette politique, et, on envisage d'installer au moins 40% de femmes et de jeunes. Donc ça, c'est une bonne chose pour les femmes togolaises parce que l'État togolais vraiment met beaucoup plus d'efforts pour les donner la terre. Et nous avons constaté que aussi au niveau des exploitations agricoles et privées, les gens n'embauchent pas beaucoup plus les femmes et les filles, et surtout en matière de production végétale parce que ces exploitations sont souvent confiées aux hommes et parce que ce sont des hommes qui sont capables de gérer la main-d'œuvre masculine qui travaille dans ces exploitations. Et les apprenantes que nous avons vues qui travaillent dans les exploitations agricoles sont confiées des exploitations de production avicoles, bon, ce sont des productions de volailles et qui sont gérées par les filles, mais pas vraiment les exploitations de production végétale. C'est bon? Ouais. Et puis, pour faciliter l'accès des filles et des femmes, pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des filles et des femmes, et ces phares ont mis vraiment en place des outils, surtout à l'insertion socio-professionnelle. Au niveau du CEPIA, je disais qu'il y a cette aide. Et tous les apprenants qui sortent de ce CFA reçoivent une aide d'abord de 180 000 pour chaque apprenant et après, on donne à chaque apprenant une aide de 300 000. Les 300 000 sont donnés en fonction des résultats ou bien des performances des apprenants et on privilégie beaucoup plus les filles qu'aux garçons. Et puis, il y a des centres aussi qui distribuent des kits pour s'installer. Et puis, il y a des prêts sans intérêt. Et il y a aussi le plaidoyer auprès des familles pour faciliter et surtout l'accès des filles aux fonciers qui sont réalisés par les céphales. Et puis, il y a un accompagnement technique après la formation, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Mais ça profite beaucoup plus aux filles. Et C'est peut-être ce bon? qui est important, pardon, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais. Vas-y. Non, c'est bon. Ah, ok. Peut-être pour ajouter deux petits points là-dessus, dans les centres de formation et à l'issue de la formation, les jeunes filles vont également déplorer euh, les, les risques qu'elles encourent lorsqu'elles vont postuler à des emplois, puisqu'elles peuvent subir du harcèlement sexuel de la Tout part à fait, oui. de de leur employeur. Et parfois, pour les protéger, ou dans un contexte de refus de violence économique, les jeunes filles et les femmes peuvent se voir refuser l'autorisation de leur mari pour aller, euh, pour aller travailler. Et en ce qui Ouais. va concerner l'insertion des filles et des femmes dans le monde professionnel, l'installation, la réussite de l'installation n'est pas forcément corrélée à l'aide qui est allouée aux filles et aux femmes, puisque généralement les filles qui réussissent le mieux à s'installer, il est quand même important de rappeler que ce sont des filles qui sont issues d'un milieu socio-culturel plus privilégié.
et que donc elles ont l'aide des familles pour leur installation. Et les centres vont également inciter les filles à travailler et les jeunes de manière générale à s'organiser en groupe. Et par exemple, Sichem est un des centres qui ne fournit pas d'aide financière et qui a pourtant un taux de réussite à l'installation très important, notamment grâce à cette aide, à cette incitation qu'il fait auprès des jeunes de s'organiser en groupe. Pour autant, dans ces groupes, les filles vont également subir des violences basées sur le genre. Par exemple, dans les groupes où elles s'assemblent, les garçons peuvent refuser de leur donner les mêmes revenus parce qu'ils considèrent qu'elles n'ont pas assez de force et donc qu'elles ont moins travaillé que, que les autres. Et elles sont souvent reléguées à leur rôle reproductif dans ces circonstances-là. Ensuite, en ce qui va concerner du coup la perception du genre dans la formation agricole et rurale et le secteur agricole selon les acteurs, donc nous on a rencontré, comme Adrien le disait, tout un panel d'acteurs de différentes échelles et on a essayé de les représenter en s'inspirant du continuum du genre qui a été créé par l'Interagency Gender Working Group. Vous pouvez le retrouver sur Internet ou dans nos mémoires si jamais vous voulez les consulter. Donc, on a un continuum qui va d'une vision qui va être aveugle aux inégalités de genre, voire qui va exploiter les inégalités de genre en rouge, à une perception et une compréhension du genre qui perçoivent les inégalités de genre, voire qui ont un examen critique des normes de genre et qui souhaitent vraiment une évolution de ces normes en faveur de l'égalité. Et donc, on a replacé les différents acteurs sur cette échelle. Donc, on va avoir tout d'abord, au niveau de l'échelle micro, les jeunes dans la formation initiale et les femmes dans la formation continue. Bon, on peut avoir aussi des femmes qui sont dans la formation initiale, si on entend femmes au sens de personnes qui sont mariées et qui ont des enfants. Mais donc, on va avoir des jeunes dans la formation initiale et des adultes dans la formation continue qui sont aveugles aux inégalités de genre, voire qui perçoivent les inégalités de genre. Donc, les jeunes filles dans la formation initiale, elles sont souvent aveugles aux inégalités qu'elles subissent. Elles ont bénéficié des campagnes de promotion du genre de la part de l'État qui rappellent que les femmes et les hommes sont égaux. Pour autant, elles ne perçoivent pas forcément ce qu'elles subissent comme des inégalités de genre, par exemple le harcèlement sexuel, elles n'ont pas forcément conscience que ça en est. Et elles sont également à un âge où il est important pour elles, pour être intégrées socialement, d'adhérer aux stéréotypes de genre qui peuvent parfois leur porter préjudice. Les adultes, elles, vont être plus sensibles aux inégalités de genre puisque généralement elles sont mariées, qu'elles sont à un âge plus avancé et donc elles ont déjà subi des inégalités de genre comme par exemple le refus à l'accès aux terres et le refus à l'héritage par exemple. Alors que l'État n'interdit pas l'accès aux femmes à la terre, c'est vraiment la coexistence du droit moderne et du droit traditionnel qui conduit à ces inégalités. Ensuite, on va avoir les chefs de ménage et les autorités traditionnelles et religieuses qui, elles, se situent tout du long du continuum. Donc, par exemple, parce que les chefs de ménage, donc que ce soit les parents ou les époux, on retrouve 3 cas de figure. On va avoir des époux qui vont exploiter les inégalités de genre, qui vont refuser catégoriquement que leur femme puisse travailler, qui considèrent que la femme ne doit pas avoir accès à des revenus, puisque sinon elle risque de ne plus se soumettre à l'autorité de leur mari et manquer de respect à leur mari. On va ensuite avoir des époux et des parents qui vont être aveugles aux inégalités de genre, qui considèrent que l'État a déjà tout fait pour accéder, pour la promotion des femmes, et que c'est simplement un manque de volonté. Et on va ensuite avoir des époux et des parents qui sont sensibles aux inégalités de genre, qui considèrent qu'il est important pour leur femme ou pour leur fille qu'elle puisse étudier, parce que c'est valorisant dans une société d'avoir une épouse qui travaille, qui s'investit dans le foyer, etc. Et on a une vision qui parfois va un petit peu plus loin de certains époux qui ont généralement fait des études, etc. et qui souhaitent, eux, vraiment que leur femme puisse être émancipée financièrement, qui considèrent que ça participe au bonheur et à l'équilibre du foyer et qui souhaitent que ce soit également uniquement pour le bien-être de leur épouse. Ces 2 cas de figure, ils témoignent d'une évolution de la société au Togo qui montre que avec l'évolution de la société, de l'économie, etc., il n'est plus possible pour un foyer de subvenir à ses besoins, notamment dans les zones urbaines et périurbaines, uniquement en s'appuyant sur
le revenu de l'époux et donc qu'il est nécessaire d'avoir des revenus de la part de l'homme et de la femme au sein d'un foyer. Ensuite, en ce qui concerne les autorités traditionnelles, religieuses et les collectivités, on a tout un continuum de perception du genre qui va être lié au fait que si les autorités traditionnelles s'accordent avec l'État, elles vont pour autant être parfois partisanes d'une mentalité plus traditionnelle qui parfois exploite les inégalités de genre. Ensuite, en ce qui concerne les centres de formation et la PCFAR, du coup, qui est l'association professionnelle des centres de formation agricole et rurale au Togo, elles vont, rien que par la volonté de travailler sur ces inégalités de genre, témoigner de leur perception de ces inégalités de genre. En revanche, les centres de formation peuvent parfois être aveugles aux inégalités de genre, voire les renforcer, que ce soit à travers leur règlement intérieur, à travers les formateurs ou l'ingénierie de formation, puisque les formateurs ne sont pas forcément formés aux questions de genre et peuvent parfois perpétuer des stéréotypes qu'ils ont eux-mêmes intégrés. Enfin, à l'échelle macro, ce qui va être la société civile, la profession agricole, les institutions étatiques, elles vont promouvoir une approche transformative du genre. Pour autant, elles vont avoir des difficultés à les appliquer sur le terrain, puisque même si l'État a mis en œuvre dans ses lois, dans ses textes, tout ce qui est nécessaire à la prise en compte du genre, étant donné que les services de l'État sur place ne sont pas formés aux spécificités de genre, ils peuvent continuer à promouvoir une approche qui va promouvoir les inégalités de genre. Donc là, on vous a ensuite, on a développé des propositions pour améliorer la prise en compte des femmes et des filles dans la formation agricole et rurale. Et donc, on va vous les présenter d'abord à l'échelle, d'abord en parlant de l'approche genre en elle-même. Donc nous, ce qu'on souhaite promouvoir, c'est une approche transformative du genre qui parle donc d'un examen critique des normes de genre pour un changement des normes et des dynamiques de genre. Et donc là, la question, ça va être quelle approche les commanditaires souhaitent mettre en place, donc que ce soit les centres de formation, la PCFAR ou le réseau phare et même les autres acteurs de la phare. On souhaite également une intégration transversale du genre, puisque il faut que le genre soit intégré à la fois dans les plans d'établissement, la communication, la gouvernance ou les ressources humaines des centres de formation, de la PCFAR et du réseau phare, donc vraiment une intégration transversale au sein des entités et au sein de la diversité des entités. Et pour ça, il va être nécessaire et essentiel de disposer d'indicateurs de suivi ventilés par sexe. Nous, c'est les éléments qui nous ont un peu porté préjudice au cours de notre étude. Donc ça fait partie des petites limites. C'est pour ça qu'il y a des points d'exclamation. Et ensuite, il faut également une intégration multisectorielle du genre. Donc, multiplier les partenariats avec ce qui vont être la société civile, les organismes de recherche, les différents ministères. Donc là, vous avez différents ministères de l'État togolais qui disposent tous d'une cellule focale genre, donc ce qui témoigne vraiment de l'intérêt de l'État pour la prise en compte du genre. Ensuite, à l'échelle méso, au niveau des centres de formation, qu'est-ce qui peut être fait pour s'adapter aux spécificités de genre? Il y a plusieurs choses. Donc, tout d'abord, en termes d'ingénierie de formation, au niveau des curricula de formation, nous, ce qu'on voulait suggérer, c'était de développer les formations diplômantes qui plaisent plus souvent aux filles, intégrer des formations, des modules sur des pratiques dites féminines, donc de la cuisine, en reliant, en rappelant. Donc ça, c'est vraiment dans une approche sensible au genre, pas encore transformative, mais en intégrant des modules, par exemple de cuisine, en expliquant aux femmes que voilà, si leur rôle reproductif, ça va être le care, nourrir la famille, etc., ça peut être intéressant de savoir cuisiner, mais également de savoir produire son alimentation. Donc, parler de ça. Ça peut être intégrer des passerelles entre les filières dites féminines, donc de la couture et de la cuisine, et les filières agricoles, voire d'intégrer des journées obligatoires de maraîchage, par exemple, dans les filières de couture et de cuisine pour sensibiliser les filles. Dans les centres, évidemment, comme le CFTP de Chamba, qui propose à la fois des formations de couture, des formations agricoles, etc. Ça peut être trouver des alternatives à la force pour permettre aux femmes d'être émancipées, de ne pas dépendre de la force physique de leurs camarades garçons en classe et de leur mari ou d'autres hommes de leur entourage pour mener à bien leurs travaux et avoir des rendements égaux. Ça va être également l'intégration de l'éducation complète à la sexualité tout en intégrant du coup la sensibilisation aux droits et à la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire.
pour permettre aux filles et aux femmes de lutter, enfin de prévenir les grossesses non désirées et également d'avoir les clés pour affronter les situations de harcèlement, par exemple. Et ça peut être également développer des formations mobiles, puisque les filles et les femmes étant plus confrontées aux barrières géographiques, ça peut être intéressant que les formations viennent directement à elles. Ensuite, en termes d'ingénierie pédagogique, là-dessus, il y a un stage qui a été réalisé au Togo dans le cadre du master du réseau phare sur la prise en compte du genre dans les cursus, dans les curricula de formation. Donc là-dessus, peut-être que ça pourrait être intéressant de travailler avec eux, notamment pour proposer donc du renforcement pour les filles en non-mixité donc ça, c'est quelque chose qui a été fait, par exemple, par les collèges de Fekama à Madagascar. C'est une étude qui a été portée par FERT pour proposer du renforcement pour les filles en non-mixité dans le cas où, effectivement, elles ont plus de lacunes ou plus de difficultés pour leur permettre d'être plus à l'aise et de ne pas subir les moqueries de leurs camarades. Ça peut être de la pédagogie donc sensible au genre, et donc ça, il va falloir former les formateurs à cette pédagogie. Et ensuite, au niveau de la vie du centre, ça peut être proposer des activités extrascolaires basées sur la coopération plutôt que des activités basées sur la force, comme par exemple le sport, etc. Et là-dessus, donc nous, on n'a pas travaillé dessus, mais c'est également quelque chose que les collèges FECAMA ont mentionné. Ça peut être exiger une égale participation aux tâches ménagères, que ce soit dans les dortoirs ou au sein de la classe, et mettre en place 2 délégués sans mettre un délégué et un sous-délégué, puisque ça impose une hiérarchie, et exiger qu'il y ait les 2 genres pour pouvoir représenter les 2 genres aux yeux des centres, en prenant en compte les spécificités de chacun. Ça peut être également travailler du coup sur les dispositifs d'insertion et notamment spécifiquement sur le foncier, en développant des partenariats, par exemple, avec les ONG de promotion des droits des femmes, etc., les parajuristes qui sont formés par certaines ONG. Ensuite, on va avoir au niveau des infrastructures, peut-être la nécessité d'intégrer des équipements et des infrastructures adaptées, donc que ça soit des toilettes propres, équipées de matériel lié à l'hygiène menstruelle, des toilettes non mixtes et des toilettes qui sont ouvertes mais qui sont sécurisées et qui ne demandent pas qu'on aille demander au centre si on peut ouvrir ces toilettes-là. Ça peut être mettre en place également des vestiaires, etc. Et créer de nouvelles infrastructures, donc les infirmeries en priorité, mais peut-être à long terme des garderies. Mettre en place un règlement intérieur qui soit protecteur et inclusif, donc en supprimant les éléments discriminatoires comme l'exclusion des filles lorsqu'elles sont victimes d'une grossesse non désirée, par exemple, et inscrire la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le règlement intérieur en intégrant les enjeux de domination, de rapport de force entre les formateurs et les apprenantes, et mettre en place un véritable dispositif de prévention et de prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes, donc du recueil de la parole aux sanctions qui ne pénalisent pas les jeunes filles et une prise en charge psychologique, etc. Et mettre en place, et là je ne sais pas si vous voyez si ça s'affiche, parce que moi j'ai la barre, excusez-moi, moi j'ai la barre C'est bon, ça de s'affiche, gestion. Eléa. Super, merci beaucoup. Donc, c'est de travailler sur un recrutement plus inclusif avec le recrutement d'infirmiers, de référents genre, etc. La promotion de femmes au poste décisif, je pense notamment par exemple au fait qu'au SIDAP, c'est important de le souligner, la coordinatrice est une femme. Et donc voilà, ça c'est vraiment important pour apporter un point de vue peut-être plus inclusif et promouvoir un environnement propice au recrutement des enseignantes. Donc tout ça, ça peut se faire uniquement en multipliant les partenariats. Avec l'État, par exemple, avec la gestion de l'eau, etc., avec les ONG de développement, les jeunes ONG, pardon, de promotion du droit des femmes, de défense des droits des femmes, avec la recherche pour trouver des alternatives à la force. Et ça passe également par la création d'un environnement propice aux genres. Et donc, on peut se demander si les centres de formation, c'est vraiment leur rôle, sachant qu'il y a un budget, etc., à prendre en compte, que voilà, c'est pas, ça demande des moyens et que les centres de formation, ce sont uniquement des centres de formation. Pour autant, s'ils veulent vraiment pouvoir recruter des femmes et des filles, il va être nécessaire de promouvoir un environnement qui soit favorable à leur recrutement et donc d'œuvrer à peut-être une transformation des relations et des dynamiques de genre dans la société. Donc là, je passe la parole à Adrien. Bon, il y a aussi le rôle de la PCFA.
Et la PESFA doit d'abord se doter d'une politique genre, mais cette politique doit être aussi mise en œuvre. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de textes de promotion de genre au niveau du Togo, mais le problème se trouve au niveau de la mise en œuvre. Donc, il faut que la PSFA se dote de cette politique, mais aussi que la politique soit vraiment mise en œuvre. Il faut aussi que la PCFAR identifie et élabore avec les CFA des canaux de diffusion de campagnes de communication pour intéresser les filles et les femmes à s'insérer dans la FAR. Donc, c'est comme c'est lui qui représente les CFA, donc c'est tâche d'élaborer des plans, comment on peut motiver, comment on peut intéresser les filles et les femmes à s'insérer dans la FAR, c'est son rôle. Il faut que aussi la PCFA guide les CFA vers une éducation. Nous avons vu que la meilleure des choses à faire, c'est vraiment de promouvoir l'éducation transformatrice de genre. Il faut que la PCFA prenne vraiment beaucoup plus d'engagement pour faciliter cette mise en œuvre de l'éducation transformatrice de genre au niveau de ces femmes. Et puis, c'est lui qui est proche des communautés rurales. Nous avons vu qu'il y a deux régimes fonciers, le régime coutumier qui est beaucoup plus favorable aux zones. Et comme c'est la PCFAR et les CFAR qui sont tout près des communautés rurales, et c'est eux vraiment qui doivent faire le plaidoyer pour que vraiment les filles et les femmes aient accès à la terre. Et il faut aussi proposer des chartes communes à tous les CFAR pour que vraiment tous les CFAR soient et des chartes communes et harmonieuses. Et il faut aussi proposer des dispositifs communs à tous les CFAR. Ces dispositifs concernent par exemple la réduction des frais de scolarité. Et si on arrive vraiment à réduire les frais de scolarité, ça peut aussi encourager les filles à s'insérer dans la FAR. Et s'il y a par exemple des bourses qui sont données chaque mois pour faciliter aux filles d'acheter, je ne sais pas, des serviettes hygiéniques, ainsi de suite, ça aussi, ça peut être un encouragement pour les filles. Et puis pour faciliter aussi l'insertion socio-professionnelle des filles qui sortent, et le mieux c'est de les mettre en réseau pour qu'elles travaillent ensemble et pour qu'elles échangent des expériences et pour faire face aux difficultés qu'elles rencontrent dans leurs activités agricoles après la formation, ainsi de suite. Ensuite, au niveau du rôle du réseau phare et des autres acteurs macro, il y a plusieurs éléments. Donc là, le réseau est en train de définir sa stratégie genre, en choisissant son approche genre, en définissant sa politique de genre et en développant des outils à la disposition de ses membres. Donc je pense notamment à toutes les capitalisations qui sont rendues disponibles sur le site du réseau phare. Et là-dessus, le réseau phare et les autres acteurs macro peuvent accompagner la dynamique et des acteurs qui souhaitent s'engager en faveur de la prise en compte du genre dans la phare à travers un appui financier et technique des membres dans la rénovation de leur dispositif de formation, l'accompagnement et l'appui dans ce plaidoyer. Donc, comme je disais, la mise à disposition de la capitalisation des expériences précédentes et voir en multipliant les études de ce genre pour comprendre et avoir un dispositif complet. Et de manière générale, la stratégie genre et la volonté du réseau de travailler en faveur du genre envoie un message fort qui est favorable à l'émergence des initiatives. Voilà, donc on vous remercie pour votre attention. On a un petit peu dépassé le temps, mais du coup là, on sera disponible pour la discussion. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis après, voilà, on pourra discuter tous ensemble. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un temps d'échange. Voilà, je vais arrêter le partage si c'est bon pour tout le monde. Merci Eléa et Adrien. Je vois que notre président vous félicite aussi via des applaudissements virtuels. Non, votre présentation est digne de tout le travail que vous avez fait jusque-là. On sent quand même derrière qu'il y a, avec ces 200 entretiens, etc., qu'il y a vraiment un gros travail. Et je crois que vous avez fait une présentation fidèle à tous les résultats que vous avez mis en exergue et initié des pistes de proposition.
Donc, bien sûr, les échanges sont ouverts. J'ai vu aussi qu'il y avait dans l'Assemblée, on va dire, des gens de AFOP, notamment Emmanuel Assé et Franck Martial. Et je sais qu'à AFOP aussi, ils ont une stratégie genre, ils travaillent avec les centres, etc. Et je trouve que ça pourrait être l'occasion dans ce webinaire qui nous fasse part aussi des initiatives qui sont initiées au sein du programme AFOP et puis qui réagissent aussi à tous les constats que vous avez soulignés via vos observations dans les centres au Togo. Voilà, je sais qu'il y a aussi dans l'Assemblée des consultantes et des consultants en genre. On serait aussi ravis d'avoir leur opinion dessus. Et puis plus largement, bien sûr, tout le monde est invité à prendre la parole, à donner son sentiment, à poser les questions, et des questions effectivement d'éclaircissement à Eléa et Adrien. Et puis plus généralement, d'initier des échanges, des partages de pratiques, etc. Audrey, juste un petit. Est-ce qu'on peut. Je vais juste arrêter l'enregistrement et tu le reprends? Oui, je vais reprendre l'enregistrement effectivement au niveau